Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, Amérique latine, quel rôle pour l'armée? Ces dernières semaines ont été marquées au Chili, en Colombie, en Équateur, mais aussi en Bolivie par des mouvements sociaux de grande ampleur pour lesquels les forces militaires sont parfois intervenues, très violemment parfois. Le souvenir terrible des dictatures militaires a immédiatement ressurgi, interrogeant le rapport entre forces armées et pouvoir civil dans ces pays. Ces interrogations légitimes ont empêché toutefois de distinguer les pays latino-américains dans leur rapport au pouvoir militaire par rapport à nos pays européens. C'est ce que nous allons tenter de faire ce soir en compagnie de nos trois invités. Federico Tarragoni est sociologue, maître de conférences HDR à Paris Diderot, auteur de L'esprit démocratique du populisme à la découverte qui vient tout juste de sortir. Maud Chiriot est historienne, maîtresse de conférences à Paris-Est, Marne-la-Vallée, autrice de La politique en uniforme aux presses universitaires de Rennes, c'était en 2016. Et Gilles Bataillon est également avec nous, il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et co-directeur de la revue Problèmes d'Amérique latine. Après avoir analysé la situation de conflit actuel, nous suggérons au chef de l'État de renoncer à son mandat présidentiel afin de permettre la pacification et la stabilité, et cela pour le bien de notre Bolivie. Voilà, c'est celui du général William Scaliman, commandant en chef des forces armées boliviennes, qui le 10 novembre dernier, c'était la semaine dernière, suggérait à Morales de démissionner, ce qu'il fera peu après. Alors évidemment, ce son est un peu particulier parce qu'on a l'impression d'entendre un pronunciamiento militaire tel qu'on les a entendus dans les années 1970, mais cela nous permet peut-être, en commençant par ce son, de réfléchir au statut particulier que peuvent avoir l'armée et la société civile dans certains pays d'Amérique latine dont on va parler. Commençons d'abord par ce cas bolivien. Maud Chiriot, qu'a-t-il de particulier? Est-ce qu'il est si fréquent qu'un président élu, réélu et qui voudrait se faire réélire soit ainsi poussé par la porte par son armée? Alors, ce n'est pas fréquent dans l'actualité, mais ça correspond effectivement à un rôle que les militaires ont continué de prétendre pouvoir incarner au XXe siècle, qui est le rôle de la garantie de la souveraineté populaire, d'être une institution qui allait se tenir au-dessus des partis, au-dessus des divisions et incarner la nation et incarner sa souveraineté, qui est justement un rôle qui est issu du 19e siècle. Vous avez utilisé le mot de pronunciamiento, il est particulièrement intéressant. On l'associe, nous, à des coups d'État, mais le pronunciamiento au 19e siècle n'est pas un coup d'État, c'est un acte politique mené par, en général, un chef militaire qui prétend rétablir la souveraineté du peuple contre un mauvais gouvernement. Et cet imaginaire d'hommes en armes, et qui sont aussi des hommes politiques qui rétablissent la souveraineté populaire, il a été présent tout au long du XXe siècle, y compris au service de ce qui était des coups d'État réactionnaires, et y compris à l'origine de dictatures militaires. Gilles Bataillon, bonsoir. Il y a effectivement cette toile de fond du 19e siècle de ces libérateurs de l'Amérique latine vis-à-vis des tutelles coloniales qui ont été des militaires et qui ont gagné beaucoup de batailles avant de devenir effectivement des souverains civils de ces pays-là. C'est pas des militaires, c'est des hommes en armes. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont des guerriers formés sur le tas, généralement, et leurs soldats sont des gens qui sont aussi des soldats formés sur le tas, et c'est très tard qu'apparaissent des académies militaires. Et disons, dans le cas de la Bolivie, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a une tradition anti-réélectionniste depuis la Révolution de 52, et à peu près aucun président ne pouvait se faire réélire, ni a réussi à être réélu. Et donc là, on revient dans ce que quelqu'un comme Lavaux appelait l'immobilisme à convulsion, c'est-à-dire des luttes de factions. Et ce qui est très frappant, c'est que le militaire qui prend la parole, dont on oubliera le nom dans 15 jours, dit « vous devez renoncer », mais il ne dit pas « nous prenons le pouvoir pendant un temps ». Et là, ce qu'on voit, c'est une lutte entre une présidente autoproclamée, une présidente du Sénat qui vient du MAS et des gens qui les appellent à la conciliation, à la négociation,
à la désignation d'un nouveau tribunal supérieur électoral qui soit fiable et à l'organisation, dans le délai le plus bref, d'élections régulières et sans fraude. Alors il faut rappeler tout de même qu'effectivement Janine Agnès, qui a pris la succession d'Evo Morales depuis son départ pour le Mexique, eh bien, elle est aussi dans un pays où, encore cette nuit, je crois, on a tiré sur des partisans d'Evo Morales. Il y a eu 3 morts. Federico Tarragoni, est-ce que c'est un coup d'État que l'on a connu ou est-ce que c'est une autre catégorie qu'il faut enlever de sa tête pour pouvoir réfléchir à ce qui s'est passé, par exemple, en Bolivie cette dernière semaine? Je pense que la catégorie de coup d'État est, dans ce cas, un tout petit peu mal utilisée et assez idéologique. Autrement dit, elle répond à des fantasmes conspirationnistes que on pense que la CIA est derrière, c'est ça? C'est ça, qu'une partie du MAS entretient pour légitimer la pérennité de Morales au pouvoir. Ce qui s'est passé, c'est une crise politique, comme les sociétés en connaissent, qui doit beaucoup à ce problème de la hantise, de la réélection, qui caractérise la culture politique bolivienne, mais également à un sentiment de déclassement des classes moyennes qui, pourvu de capitaux scolaires, de diplômes, voit en effet l'installation dans les postes de pouvoir, dans l'administration publique, d'une élite indigène qui regarde avec beaucoup de méfiance. La Bolivie reste un pays très raciste, avec un colonialisme interne très puissant. Et puis, l'autre problème qui donne en fait cette crise politique, c'est l'institutionnalisation du populisme, c'est-à-dire le régime de Morales est un nouveau régime populiste, et en s'institutionnalisant, il s'est aliéné une partie des mouvements populaires. Lorsque j'étais en Bolivie en 2012, une partie des mouvements indigènes étaient on voulait beaucoup à Morales pour la construction du type Nice, de ce projet de route qui devait connecter la Bolivie et le Brésil. Et aujourd'hui, bien sûr, à ces mouvements, il y a une partie du MAS qui a fait sécession et une partie donc aussi des mouvements des classes moyennes qui redoutent effectivement l'installation de Morales au pouvoir. Alors, la présidente par intérim a annoncé qu'elle va convoquer des élections. C'était il y a quelques heures de cela. Est-ce qu'on peut revenir avec vous, Maud Chirio, et avec les autres invités de cette discussion, sur cette fonction civique de l'armée qui nous permet peut-être de comprendre ce qui est différent entre ces armées latino-américaines, avec cet imaginaire particulier du 19e siècle et de la libération nationale, de ce que nous connaissons en Europe, par exemple? En Europe et en France en particulier, l'armée n'existe pas en politique. Elle est complètement extérieure à notre espace civique. Disons que quand elle a existé, malheureusement, c'était pour des véritables coups d'État ou des tentatives de putsch, comme pendant la guerre d'Algérie, par exemple. Tout à fait, mais dans les 30 dernières années et en termes de construction de la République, la construction de la République s'est déroulée en excluant de l'armée de l'espace civique, ce qui n'est pas du tout le cas en Amérique latine et en particulier au Brésil, mais en Amérique latine en général, où l'armée a toujours été présente de manière constante dans la vie politique. Tous les grands leaders politiques, ou 80% des grands leaders politiques en Amérique latine ont un passé militaire, des connexions militaires ou sont des militaires. Et donc, l'armée est omniprésente. Quand on regarde le Brésil, le fait que la Nouvelle République ne soit pas marquée par une tutelle militaire, c'est une exception complète dans l'histoire contemporaine du pays. Et l'armée est non seulement très présente en politique, légitime pour une partie de la population à intervenir en politique, et également omniprésente dans le maintien de l'ordre public depuis les dissensions internes et les guerres civiles au XIXe siècle jusqu'au maintien de la sécurité urbaine aujourd'hui. Gilles Bataillon, ça veut donc dire que, par exemple, quand on voit l'armée descendre dans la rue pour pouvoir maintenir l'ordre, cette question du maintien de l'ordre est particulière dans cet espace géographique qu'est l'Amérique latine par rapport à nos polices interdisant la plupart du temps, même si ça leur arrive, aux militaires de descendre dans la rue. La question, c'est que, disons, à partir du moment où il y a des académies militaires, dans toute une série de pays, les fonctions de police ne sont pas disjointes de celles de l'armée. Et c'est que dans une époque très récente qu'on a professionnalisé des polices et qu'on les a complètement séparées de l'armée dans un certain nombre de pays. La chose qui est très importante, et c'est quelqu'un qui l'avait, comme François Bourriquot, qui était un grand connaisseur du Pérou et du reste de l'Amérique latine, qui l'avait très bien dit. Dans les années 60-70, l'armée, les armées se pensent comme une espèce de classe universelle ils sont les porteurs de l'intérêt général.
et ils adhèrent à un projet développementiste. Et c'est au nom de ça que souvent ils prennent le pouvoir, avec souvent des visées contre-révolutionnaires comme au Brésil, mais dans un pays comme le Pérou, c'est on met de côté une oligarchie incapable et on va développer le pays. C'est la même chose en Équateur, c'est la même chose dans un pays comme le Honduras. C'est des tentatives du même ordre avec à la fois la dictature contre-révolutionnaire, mais aussi ce projet-là au Salvador et au Guatemala. Et c'est aussi pour tous ces gens-là l'idée qu'ils accèdent aux bienfaits de l'État et qu'ils s'emparent de l'État aussi à leur profit en tant que couche bureaucratique. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'effectivement, quand on pense prise de pouvoir ou tentative de prise de pouvoir par l'armée en Europe, on pense forcément une armée de droite ou d'extrême droite. Or là, effectivement, les catégories sont brouillées parce que dans beaucoup de pays, l'armée prend le pouvoir, que ce soit alors un certain type d'armée, l'armée révolutionnaire à Cuba, au Venezuela ou ailleurs, prend le pouvoir alors qu'elle est supposée être de gauche. Est-ce que nos catégories, Federico Tarragoni, sont bonnes pour pouvoir comprendre ce qui se passe justement dans ce rapport entre société civile et armée dans ces pays d'Amérique latine? Elles sont pas bonnes parce que, disons, si on raisonne à l'échelle du sous-continent, l'armée a revêtu deux fonctions au moins. La première, en termes de fonction politique, la première, celle qu'évoquait Mochirio tout à l'heure, c'est-à-dire la fonction de garante super partes de la stabilité républicaine, et l'autre qui est une fonction sociale aussi d'expression de la souveraineté populaire lorsque justement les cadres de l'armée, en particulier les jeunes lieutenants, considèrent que cette souveraineté populaire est mise en échec par la hausse des inégalités sociales ou des épisodes particulièrement violents. Donc en ce sens, si on se rapporte à cette deuxième catégorie, il y a eu plusieurs exemples en Amérique latine d'armées disons, socialistes, ou en tout cas très très familières avec des catégories de la gauche. Je pense au tenentisme dans les années 20 au Brésil, mais je pense surtout à l'armée bolivarienne révolutionnaire au Venezuela dans les années 80, c'est-à-dire une sécession qui a été faite au sein de l'armée par des jeunes lieutenants de l'armée de terre qui avait été absolument impactés par cette catastrophe sociale qu'avait été la répression du Caracas, de cette émeute du 27 février 89, qu'ils avaient jugé comme justement un épisode absolument antipopulaire et antidémocratique. Raison pour laquelle Chavez fait un putsch en 92 et tout le reste vient et coule de source. Mochirio, sur cette question. Je voulais juste ajouter qu'il fallait faire également attention à ne pas, en voulant déconstruire un regard un peu cliché d'armée qui serait des institutions antidémocratiques et forcément à l'extrême droite. Il y en a eu. Il y en a eu, et globalement, quand on regarde le dernier demi-siècle, bien sûr, ces armées ont un rôle historique de maintien de la souveraineté populaire qui leur a donné une légitimité à intervenir, et elles ont été historiquement souvent des forces de modernisation anti-oligarchiques qui n'étaient pas forcément faciles à positionner sur l'échiquier politique. Néanmoins, au cours du dernier demi-siècle, la plupart des institutions militaires dans le sous-continent ont été positionnées plutôt à droite ou à l'extrême droite, ont été utilisés et ont été un acteur de maintien de l'ordre interne anti-populaire, anti-mobilisation populaire, anti-autonomie d'organisation des catégories populaires. Et donc, notre imaginaire du général d'extrême droite latino-américain a une très forte validité également. Gilles Bataillon. Il faudrait ajouter à cet imaginaire d'extrême droite le fait que ces armées dites socialistes, c'est un socialisme pour le moins autoritaire et bureaucratique. C'est-à-dire, il ne faut pas leur chanter le dernier vers de l'Internationale, ni Dieu, ni Sauveur Césaire, ni Tribun. C'est pas quelque chose qu'elles aiment. C'est l'idée qu'il y a une petite élite qui est là pour introduire des mœurs nouvelles, et ils sont dans des schémas que ne désavouerait pas Lénine dans Que faire. Et ils sont fascinés par l'idée de la minorité active qui guide le peuple. Alors, mais ils égalisent les conditions. Il n'y a aucun problème, mais ils ne donnent pas de droit à l'autogouvernement aux gens. C'est eux qui gouvernent au nom du peuple. Alors, on a un exemple, c'est celui que vous connaissez bien, Mochirio, de Jair Bolsonaro. En 2016, il était député, il s'exprimait devant l'Assemblée, alors que celle-ci se prononçait sur la destitution de Dilma Rousseff. Contre le communisme et pour notre liberté, contre le Forum de Sao Paulo, au nom de la mémoire du colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra, la terreur de Dilma Rousseff, au nom de l'armée de Caxias, au nom de nos forces armées,
pour un Brésil au-dessus de tout et pour un Dieu au-dessus de tous, je vote oui. Mochirio, traduction. Alors, traduction, Jair Bolsonaro qui faisait sa première grande apparition publique en dédiant son vote aux tortionnaires et aux responsables de centres répressifs le plus important de la dictature. Carlos Alberto Brilhante Exactement, Ustra. qui est l'idole absolue de la famille Bolsonaro, incarne ce que je venais de dire, c'est-à-dire les institutions militaires non seulement ont tenu depuis les années 60 et 70, à quelques exceptions près, puisque le Pérou est quand même une exception, des positions qui étaient des positions violemment répressives et antiprogressiste, au-delà d'anticommuniste. Il faut dire que ce colonel a été condamné en 2008, je crois, pour avoir torturé pendant les dictatures. C'est un des très rares personnages qui a été condamné malgré le maintien de la loi d'amnistie. Il a été condamné à une peine symbolique, puisqu'il n'a pas été véritablement ni emprisonné, ni condamné au-delà de ça. Et Jair Bolsonaro, il est le porteur et le représentant de secteurs d'extrême droite dans l'armée brésilienne qui sont non seulement nostalgiques de la dictature, mais disposés à réitérer les grands combats de la dictature, c'est-à-dire la lutte contre un communisme imaginaire qui s'étend au féminisme, à la revendication des droits des minorités, que ce soit des minorités ethniques ou des minorités sexuelles, et donc qui est extrêmement ancré à l'extrême droite et qui n'est pas une exception dans le sous-continent, puisque la progression de l'ultra-droite en Amérique latine actuelle, extrêmement clair et extrêmement articulé avec ce qui se passe aux États-Unis, touche massivement les armées. Et quand on regarde quel rôle politique a actuellement une armée dans un espace national en Amérique latine, on ne peut pas évacuer l'idée que ces armées sont pénétrées par ces réseaux d'ultra-droite en ascension dans l'espace occidental. Gilles Bataillon. Écoutez, ce qui est très frappant dans le discours de Bolsonaro, c'est effectivement une espèce de réaction viscérale contre un changement des mœurs qui a fait son apparition en Amérique latine. C'est-à-dire que des vieux principes hiérarchiques sont blackboulés de toutes parts. Et des choses qui allaient de soi, comme la distinction entre les gens de raison et les gens de caleçon, comme on disait au Mexique. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça ? Ça voulait dire qu'il y avait d'un côté des gens qui avaient fait des études et qui étaient des scientifiques, des scientificos, comme on disait, qui étaient appelés à gouverner. C'était l'esprit positiviste d'Auguste Comte qui régnait dans toute l'Amérique latine. Et de l'autre côté, il y avait des gens qui étaient analphabètes et qui, livrés à eux-mêmes, n'étaient que barbarie. Et ça, c'est quelque chose qui vole en éclats ou qui est très profondément remis en question dans les années 80 avec une prise au sérieux de la thématique de l'égalité des droits de l'homme. Les droits humains en général. D'autant Federico Tarragoni, et c'est le cas en Bolivie, mais dans d'autres pays d'Amérique latine, qu'effectivement, certains demandent des droits égaux, en particulier les Indiens qui vont prendre le pouvoir par l'intermédiaire d'Evo Morales, par exemple, et qu'effectivement, cela bouleverse aussi ces sociétés qui étaient très clivées, très marquées par justement 2 siècles d'histoire depuis les indépendances, Federico Tarragoni. Tout à fait, et d'ailleurs le cas du Brésil en est une parfaite illustration dans la mesure où lorsque Bolsonaro s'en prend au communisme, au populisme, aux droits des minorités, parce que c'est de cette manière-là qu'il qualifie justement les avancées politiques du PT, finalement... Le Parti des Travailleurs. Le Parti des Travailleurs, il vise exactement ça, il vise le changement culturel et politique et social qu'a constitué l'arrivée de Lula et puis Rousseff au pouvoir. Et on le voit très bien aussi dans les autres pays dans lesquels l'ultra-droite s'organise puissamment, mais aussi les forces tout simplement libérales conservatrices, donc la Bolivie par rapport à la question indienne, puisque la polarisation contre Morales reprend beaucoup cette question de l'incompétence indigène. Moi j'étais confronté systématiquement, lorsque j'interviewais des gens de mouvements de classe supérieure ou conservateurs, à cet argument de l'incompétence des indigènes à gouverner, de leur incapacité à décider, de leur inculture, du fait qu'ils sont illettrés, même de leur langue qui n'a aucun rapport à la rationalité et la beauté de la langue espagnole. Et ça a été pareil au Venezuela lorsque Chavez est arrivé au pouvoir et qu'il y a eu une véritable médiatisation publique des populations de classe populaire et que derrière, bien sûr, il y a eu le fantasme de la sauvagerie des masses qui a ressurgi du côté de la droite conservatrice. Mochirio ?
Oui, ça évoque le regard qui était porté sur les péronistes dans les premières grandes manifestations péronistes, les descamisados, ceux qui étaient sans chemise, et qui étaient une apparition publique du peuple qui a suscité en réaction en Argentine un regard des élites qui était profondément rétif en fait au suffrage universel, à la participation populaire. Et c'est quelque chose effectivement qu'on retrouve de manière presque étonnante dans l'imaginaire ultra-conservateur qui s'assume, qui se décomplexe actuellement dans beaucoup de pays d'Amérique latine, c'est-à-dire non seulement une haine, un rejet des droits des minorités, mais plus généralement un rejet de la participation des catégories populaires à la vie publique. Vous comprendrez bien que c'est compliqué de s'y retrouver. C'est bien compliqué de s'y retrouver en raison effectivement de ce slogan El Pueblo Unido Jamás Será Vencido qui vient d'être chanté par l'orchestre et par la foule à Santiago du Chili. C'était le 29 octobre 2019. Alors là, on explique, il faut effectivement comprendre que nous ne sommes pas dans les dictatures latino-américaines des années 70, mais néanmoins, une partie de la population reprend les antiennes de ce moment-là, Gilles Bataillon. Quand on voit effectivement le président Piñera qui tire sur la foule, eh bien, immédiatement, c'est le spectre de Pinochet qui est derrière. C'est le spectre de Pinochet qui est derrière, et je pense que les choses ont profondément changé et qu'il faut se rappeler non seulement du slogan « El pueblo unido jamás será vencido », mais aussi du slogan d'Allende « La révolution dans la légalité ». Et Allende a été un des rares hommes à gauche en Amérique latine à avoir une réflexion sur c'était que la séparation des pouvoirs et de la démocratie. Et toute la tension et qui se fait jour dans ce qu'on voit des dérives des régimes de l'ALBA, c'est de dire on représente le peuple, on représente les intérêts populaires, et du coup, on peut aller au-delà de la division des pouvoirs. C'est-à-dire on peut reconcentrer les pouvoirs, avoir un exécutif qui contrôle d'abord le pouvoir judiciaire, ensuite le pouvoir législatif, et ensuite qui bafoue les principes électoraux. C'est ce qu'a tenté de faire Morales en Bolivie, c'est ce qu'a fait Maduro au Venezuela, et c'est ce que fait Ortega, et disons, et ce qui est au Nicaragua. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'on voit là au Chili, c'est que les gens disent, il y a à la fois le slogan « Uni, le peuple jamais sera vaincu », mais il y a aussi l'idée « on veut une révision constitutionnelle ». C'est ce qui se passe, c'est ce qui a été annoncé au Chili en particulier. Voilà, mais il y a un langage nouveau du droit à avoir des droits, de la séparation des pouvoirs, de lier la question de la revendication de l'égalité sociale à la question démocratique, ce qui est un langage nouveau et qu'on ne voit pas. On n'est pas d'accord avec vous. Donc déjà, moi, quand on entend El Pueblo Unido Jamás Será Vencido au Chili, je pense qu'il faut parler aussi de la réalité spécifique de ça et de faire attention. Effectivement, les choses ont profondément changé, mais il faut penser que penser à l'histoire longue ne doit pas nous empêcher de penser à ce qui se passe en histoire très courte, dans le très contemporain. Et ce qui se passe actuellement en Amérique latine, c'est d'abord une onde d'ultra-droite et une offensive très claire de forces néolibérales, relativement inédite par rapport à ce qui s'est passé dans les 30 dernières années. Et en ce sens-là, si les années actuelles, malgré des contextes internationaux évidemment complètement différents, malgré des réalités, il n'y a plus du RSS, il n'y a pas de la guerre froide, etc. Il y a effectivement des parallèles entre la situation actuelle et les années 60 et 70. Et je ne suis pas non plus d'accord avec Gilles Bataillon sur le fait que le discours et le vocabulaire démocratique soient si nouveau dans les mouvements populaires.
dans les années 60 et 70, toute une partie des acteurs politiques s'inséraient dans un espace démocratique. Bien sûr, il y avait des forces révolutionnaires, mais le discours de la légitimité démocratique était très important, et en particulier au Chili, où la plupart des acteurs de l'unité populaire s'inséraient dans un espace qui était un espace démocratique. Gilles Bataillon, et puis on donnera la parole à Federico Tarragoni ensuite. Gilles Bataillon. Oui, le Parti communiste s'insérait dans ce jeu-là, le MIR ne s'insérait absolument pas dans ce jeu-là, et le MAPU avait des relations extrêmement conflictuelles avec ça. Mouvements révolutionnaires. Et deux mouvements révolutionnaires de la gauche. Et disons, il y a une chose nouvelle qui apparaît dans la gauche, c'est un respect dans les années 70, au moment des dictatures, de ce qu'on appelait avec dédain la démocratie bourgeoise et les libertés formelles. Ça, c'est un thème nouveau, on est en désaccord là-dessus. Federico Tarragoni, sur ces questions justement de relation avec cette histoire plus courte, qui est l'histoire des 30 dernières années et de la mémoire qu'on en a gardée. Alors sur l'histoire longue, je pense que l'extrait que nous avons entendu nous amène aussi sur l'inertie au fond de la mémoire révolutionnaire. Je vais dire, on n'a pas parlé de l'héritage du castrisme et donc de l'année 1959, ce qu'a fait la révolution cubaine à l'imaginaire de la gauche dans tout le sous-continent. Donc là, il y a quand même... On sait combien l'imaginaire de Haïti continue encore à irriguer tout ce sous-continent, effectivement, plus de 2 siècles plus tard. Donc on peut imaginer qu'effectivement, à 70 ans d'écart, il y a encore un imaginaire qui court. Et un imaginaire révolutionnaire qui a été certainement idéologisé dans certains partis, mais qui a été assez consensuel dans la gauche à la fois communiste et démocratique, parce qu'il en valait effectivement de la souveraineté du peuple contre des républiques oligarchiques telles qu'elles avaient été mises en place depuis les indépendances. Et puis, du point de vue de l'histoire courte, je crois qu'on ne peut pas passer à côté du fait que le Chili a été le pays d'Amérique latine où l'implémentation du néolibéralisme dans sa version la plus sauvage a été la plus forte, puisque cette implémentation a commencé avec Pinochet, avec les Chicago Boys, et qu'elle s'est poursuivie pratiquement sans aucune différence entre les variantes social-libérales et social-démocrates des gouvernements qui ont suivi. Et ça, c'est très important parce que justement, toutes les enquêtes sociologiques sur le Chili contemporain montrent la difficulté des individus à déjà jongler, arriver à la fin du mois, et puis surtout à se projeter dans l'avenir, et donc d'autant plus à se projeté dans un collectif politique. Donc ce qui arrive aujourd'hui, c'est aussi la volonté de la part d'individus formatés par le logiciel néolibéral, au fond, d'avoir des nouveaux collectifs politiques d'appartenance et des collectifs démocratiques. Oui, et puis ce que vous disiez tout à l'heure, Muchirio, l'arrivée aussi d'une société plus ouverte avec des demandes de droits sexuels, vous le disiez tout à l'heure, liées aussi à l'indigénisme dont on a parlé tout à l'heure, qui, d'une certaine façon, bouleverse la donne, y compris pour les armées en question. Comment fait-on quand on est à la fois l'héritier de cette histoire de libération nationale du 19e siècle, mais aussi ceux qui ont hérité des pouvoirs dans les années 60 et 70, avec toutes ces demandes qui sont tout à fait nouvelles et qui bouleversent le logiciel de chacun des généraux qui sont à la tête de ces armées. Tout à fait. Et la grande question, c'est de savoir comment les armées nationales vont se positionner à l'égard de ce qui est en train de se passer dans une histoire courte. Et la réponse n'est pas évidente. Par exemple, au Brésil, le positionnement de l'armée brésilienne à l'égard de la figure de Bolsonaro et de l'émergence de ce personnage assez baroque et marginal, y compris pour l'imaginaire militaire, puisque c'est quand même un lieutenant qui a été exclu de l'armée parce qu'il prétendait poser des bombes dans des casernes pour revendiquer de meilleurs soldes pour les jeunes officiers. Et également comment les armées vont se positionner à l'égard du choc néolibéral qui est souhaité par une partie des élites. Toutes les armées ne sont pas imprégnées d'un imaginaire néolibéral. Et en particulier, l'armée brésilienne a plutôt une tradition étatiste et de défense d'une partie des intérêts de l'État dans l'économie, de l'intervention de l'État dans l'économie. La dictature militaire brésilienne n'a pas été une dictature néolibérale, à la différence de la chilienne. Et on ne sait pas encore exactement jusqu'où l'armée, malgré son extrême conservatisme et son extrême réticence à l'égard de la mobilisation des mouvements sociaux, va adhérer au projet d'extrême droite qui est un projet à la fois anti-droit et néolibéral qui est celui de Jair Bolsonaro. Donc il existe encore une incertitude malgré l'identité très conservatrice de beaucoup de ces institutions sur comment elles vont se positionner dans les dynamiques actuelles. Gilles Bataillon. Une des grandes questions aussi qui est
fondamentale dans les pays comme la Colombie, le Mexique ou les pays centra-américains, c'est le rôle et l'utilisation de l'armée dans des missions anti-drogue et qui se transforment en missions de police où elles font, dans le cas de l'armée mexicaine, tout et n'importe quoi. Disons, la façon dont le déploiement de l'armée dans la lutte contre les narcotrafiquants, qui a été fait dans l'impréparation la plus totale, a installé l'armée dans des fonctions de police, avec un gouvernement du centre droit, puis un gouvernement du Parti révolutionnaire institutionnel, et aujourd'hui avec López Obrador qui prétend créer un nouveau réformisme au Mexique. Tout ça n'a pas bougé et même les pouvoirs de l'armée ou de corps militaires ont plutôt augmenté. Et ça, disons, pour la question de la paix civile, du respect des droits de l'homme, de qu'est-ce que c'est qu'une police dans un régime démocratique, c'est des questions fondamentales et qui sont en fait peu ou mal débattues dans les pays latino-américains. Une des questions qui peut se poser aussi, Gilles Bataillon, c'est de savoir si, puisqu'on a parlé quand même de transfert de savoir-faire pour les militaires, en particulier pendant la période des dictatures, les savoir-faire de la guerre d'Algérie n'ont pas été inutiles à la plupart de ces dictatures pour pouvoir combattre la guérilla ou les guérillas ou combattre les opposants politiques. Y a-t-il des transferts de savoir-faire à l'intérieur de cet immense sous-continent qui est l'Amérique latine aujourd'hui, entre Amérique centrale et Amérique du Sud? C'est-à-dire, est-ce que ces armées discutent, débattent, travaillent ensemble, se passent des tuyaux, pourrait-on dire, à la fois sur le rôle qu'elles peuvent jouer en tant que fonction civile dans les sociétés qui sont les leurs, mais également de répression? Il y a toujours eu, et l'idée c'était, c'est les Américains qui les ont mis en contact avec l'école de Panama. C'est à la fois tout à fait vrai. L'école des Amériques. L'école des Amériques à Panama, dans la zone du canal, c'est à la fois tout à fait vrai et très court. Parce que ces armées, elles ont eu, bien avant les Américains, des relations et les gens... Entre elles, et vous aviez toute une série de cadets qui allaient se former dans des académies militaires de pays voisins. Et donc vous avez toujours eu un espèce d'échange d'informations et de discussions entre ces pays, puisqu'il y a eu peu ou pas de conflits frontaliers, à part entre l'Équateur et le Pérou. Mais autrement, c'est qu'il y a des contacts extrêmement étroits entre les militaires tout au long du 19e et du 20e siècle, surtout du 20e siècle. Il y a des contacts très importants et ils sont effectivement très ancrés politiquement. Ils ont une signification politique. Des symboles de ça, c'est l'idée que l'armée a une mission de pacification à la fois de l'ordre politique et de la vie urbaine. C'est intéressant qu'on l'ait entendu dans le discours qui accompagne le coup d'État en Bolivie. L'idée que... Ce qui n'est pas un coup d'État pour Gilles Bataillon. Mais ce qui est un coup d'État pour moi. Et donc, qui indique que l'armée est légitime puisqu'elle pacifie. Et cette idée que la pacification est une compétence de l'armée est quelque chose qui est au centre des circulations actuelles dans le sous-continent de savoir et de technique entre les différentes armées. L'armée brésilienne, par exemple, étant considérée comme la grande connaisseuse en termes de pacification urbaine et envoyée, y compris sur des terrains extérieurs, par les Nations Unies pour mettre en œuvre ces savoirs de pacification urbaine. Federico Tarragoni, j'ai cru comprendre que d'ailleurs certains pays d'Amérique latine avaient décidé de se passer plus ou moins d'armées. C'est vrai de certaines armées d'Amérique centrale, d'après ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que vous avez vent de cela Il y a eu une idée, les premiers à l'avoir fait, c'est les costariciens en 1948. Voilà. Ils ont aboli l'armée. Et ça, est-ce que ça a perduré? Ça a été le grand fantasme au moment du début de la Révolution sandiniste. On a pensé à un moment et des gens ont espéré qu'il n'y aurait pas d'armée. Sandiniste, en fait, vous voulez dire? Oui, ça ne s'est pas passé. Federico Tarragoni, est-ce qu'on pourrait se passer des armées? Ça paraît difficile, effectivement, dans ces contextes-là, mais est-ce qu'il y a cette idée qui perdure ou est-ce qu'elle est totalement fantasmée? Dans les contextes que je connais de plus près, c'est-à-dire le Venezuela et la Bolivie et un tout petit peu l'Équateur, la situation paraît difficilement imaginable parce que, en fait, on pourrait se passer d'armée lorsque l'État, disons, et la bureaucratie étatique fonctionnent de façon pleinement rationnelle, légitime, et ça n'a pas été le schéma de la trajectoire historique en Amérique latine. Et d'ailleurs, voilà, si l'armée a eu une fonction sociale, et donc on a évoqué tout à l'heure les socialismes militaires, par exemple Alvarado au Pérou, ou le cas que j'ai évoqué aussi du Venezuela, c'est que l'État a été dans l'incapacité pendant des décennies de faire cela. Je vous donne juste un exemple, le plan Bolivar 2000,
lorsque justement Chavez déploie l'armée dans les quartiers populaires pour mettre en place toute l'infrastructure, des services sociaux de base, l'éducation, la santé, la culture. Là, l'armée avait effectivement une fonction à la fois de sécurisation du territoire et à la fois de création effective, matérielle, de droits sociaux. Donc on voit difficilement comment dans le Venezuela post-Caracas, dans une situation de presque guerre civile larvée, l'armée n'aurait pas pu avoir un rôle. Par contre, bien sûr, lors du Caracas, il y a eu quand même la cour martiale et l'état de siège. Donc l'armée a joué ces deux rôles complètement différents à 11 ans d'écart. Oui. Mochiayo. Alors, pour le Cône Sud, l'idée d'une suppression des armées est complètement inenvisageable. C'est pas ça n'a jamais été envisagé. Et au contraire, comme le disait Federico, dans beaucoup de territoires, l'armée est l'État. L'armée est indispensable à l'État. Et l'État, même si au Brésil, l'État a plutôt une histoire relativement longue de construction par rapport à d'autres pays de la région, c'est un État qui est un État dans beaucoup de lieux faibles, et l'armée est du coup supplée à l'État, en particulier dans toutes les zones frontalières amazoniennes, les zones, le Roraima, tout ce qui est les zones de conquête, sont des zones où l'essentiel de l'appareil étatique est militaire. Donc on ne peut pas s'en passer. Gilles Bataillon. Disons, moi j'aurais une vision beaucoup plus nuancée du rôle des militaires comme action civique, c'est-à-dire qu'ils deviennent une classe bureaucratique prédatrice qui s'installe, qui prend des prébendes. Qui devient elle aussi corrompue, alors qui critique la corruption des autres. Et disons, ce qu'est l'armée vénézuélienne et les liens des généraux avec les narcotrafiquants colombiens est une évidence. Ça a été le même cas de toute une partie de l'armée mexicaine chargée de la lutte contre les trafiquants de drogue. Et disons, les gens qui sont en association avec les narcotrafiquants qui transportent de la cocaïne du cône sud des Andes jusqu'aux États-Unis, dans les pays centra-américains, il est évident qu'il n'y a pas un pays où ils ne sont pas liés à ça. Et le plus bel exemple a été Noriega au Panama. Mais il y a des gens beaucoup moins connus qui jouent le même rôle aujourd'hui. Avec effectivement cette difficulté que vous mentionniez tout à l'heure, Gilles Bataillon, qui est d'avoir les mains dans les trafics en particulier, et ces trafics de drogue qui rend encore plus complexe la nécessité de devoir défendre son territoire contre d'autres trafiquants de drogue, par exemple, et qui fait de votre rôle un rôle très ambigu, Federico Tarragoni. Non, moi je voulais réagir par rapport à ça parce qu'il est difficile face à une institution aussi polyédrique, aussi complexe, qui incarne l'État, on le disait, dans les territoires, et qui sollicite tout un tas de représentations qui viennent du 19e siècle, d'avoir un jugement aussi univoque, de dire, bon voilà, l'armée est prédatrice. Je pense qu'on gagnerait vraiment à avoir une vision, disons, plurielle des fonctions de l'armée qui sont jouées au cas par cas, suivant les contextes, et sans, bien sûr, adhérer à un discours qui rendrait l'armée nécessaire. Parce qu'il faut quand même aussi avoir en tête que dans la plupart des pays d'Amérique latine, il y a eu ce discours qui a existé au Venezuela, qui a été théorisé du gendarme necesario, c'est-à-dire de la nécessité d'un militaire pour organiser, mobiliser, structurer. Voilà, mais je pense qu'il faut vraiment avoir cette vision plurielle. Mochiayo. Oui, je trouvais très intéressant de voir dans quelle mesure de lier l'armée, l'image de l'armée et la corruption. La corruption qui est un élément extrêmement présent dans la vie politique latino-américaine et un imaginaire extrêmement présent. C'est le moteur principal du discrédit du politique en Amérique latine. Et une partie de l'image de ces armées repose sur l'idée que, comme elles incarnent l'unanimisme républicain, elles seraient au-dessus des intérêts particuliers et donc fondamentalement non corrompus. Et c'est une partie de leur capital politique que d'arriver dans des scènes dégradées par l'idée de la corruption hégémonique qui permet d'imposer des militaires. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé au Brésil avec la figure de Bolsonaro. Mais fondé tout de même sur un mensonge. Parce que évidemment. Elles le sont aussi corrompues. Exactement. Merci à tous les trois. Merci à vous, Mochiayo. Je rappelle que vous êtes historienne, maîtresse de conférences à Paris-Est, Marne-la-Vallée, autrice de La politique en uniforme aux presses universitaires de Rennes. C'était en 2016. Merci à vous, Federico Tarragoni. Votre dernier livre vient tout juste de sortir, L'esprit démocratique du populisme. Et merci à vous, Gilles Bataillon, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et co-directeur de la revue Problèmes d'Amérique latine.
C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richet, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André. À la technique Jean-Frédéric, à la vidéo Valentin Bobinet et à la réalisation Marie-Laure Ciboulet.